Alors, nous donnons la parole au docteur Saadé Saadé de Strasbourg. Évolution de l'attractivité et dynamique de genre dans le choix des spécialités chirurgicales entre 2017 et 2022. Mesdames et messieurs les académiciens, je veux tout d'abord remercier l'Académie de nous donner la S'il vous chance. plaît, attendez, excusez-moi. Un peu de silence, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut écouter l'orateur? Merci. Merci à l'Académie de nous avoir donné la chance de présenter notre travail, l'évolution de l'attractivité et de la dynamique de genre, merci, dans le choix des spécialités chirurgicales entre 2017 et 2022. Ce travail va être publié dans la prochaine édition de Biomed Central. En Outre-Atlantique, un autre système de choix d'internat existe, qui n'est pas celui d'un concours où le candidat choisit un centre formateur, mais plutôt un profil de candidat et un centre formateur qui demande lui-même un profil. Soit le matching existe et le candidat est affilié à un centre, soit il n'existe pas et parfois le centre se retrouve sans candidat. Dans ce genre de système, les différences sont plus faciles à montrer. Et les Canadiens et les Américains ont été les premiers à s'intéresser un peu à l'attractivité de la chirurgie. Au Canada, dans une série qui va de 1998 à 2016, on a constaté une baisse de 7,5% du nombre de candidats pour la chirurgie. En Grande-Bretagne, dans une étude prospective qui a été publiée dans l'American Journal of Surgery, on a suivi des étudiants en médecine avec des questionnaires au début de leurs études et à la fin pour voir un peu leur avis sur la chirurgie. On a constaté que moins d'étudiants envisagent la chirurgie. Et finalement, aux États-Unis, aujourd'hui, 25% des postes de chirurgie générale sont occupés par des étudiants internationaux par manque d'intérêt des locaux. Alors, le mot est peut-être fort, mais c'est peut-être une baisse d'intérêt occidental pour la chirurgie. En revanche, dans les mêmes pays, au Canada, encore une série qui va de 1998 à 2018, on a près de 40% de candidats femmes dans les spécialités chirurgicales. Aux États-Unis, dans une très belle étude publiée dans PLOS ONE et qui s'étend sur 40 ans, on a constaté plus de 30% des chirurgiens femmes. On a donc aussi une féminisation de la spécialité, comme l'illustre cette photo de la Transplant Unit à San Antonio, qui est constituée uniquement de femmes aujourd'hui. Mais qu'en est-il chez nous? Depuis 2017, avec la réforme, l'internat de chirurgie générale n'existe plus au profit de 13 spécialités chirurgicales distinctes, dont l'accès est conditionné par les épreuves classantes nationales, l'ECN. Mais qu'en est-il de leur attractivité, mais aussi de la distribution de genre dans ces spécialités? C'est un peu la question qu'on s'est posée. Donc, l'objectif de notre étude, c'était d'évaluer l'attractivité des spécialités chirurgicales et de la dynamique des genres, surtout après la réforme de 2017. Pour ce faire, on s'est basé sur les données publiques, donc les classements ECN de 2017 à 2022, les rangs moyens, les sexes des candidats, et on a performé des régressions linéaires. La DREES, en 2014, a introduit un indice, l'indice d'attractivité pour différentes spécialités et différentes régions. Pour résumer, c'est un rapport de la somme des classements si la spécialité est préférée sur la somme des classements si cette spécialité est rejetée par tous les candidats. Par définition, il se situe donc entre 0 et 1, et les spécialités les plus choisies ont souvent un indice en dessous de 0,1. On a aussi performé des régressions linéaires entre 2017 et 2022 sur cet indice d'attractivité. Et finalement, on s'est basé sur le travail de l'intersyndicale des internes, qui a étudié en 2021 le temps de travail hebdomadaire des internes, et on a corrélé ça à l'indice d'attractivité et au sexe. Pour les résultats, tout d'abord globaux, entre 2017 et 2022, on constate une augmentation significative du rang moyen des candidats, donc une baisse de l'intérêt pour la chirurgie. Maintenant, si on considère la période pré-Covid et post-Covid, là aussi, cette différence est vraie. Donc, on a un rang moyen qui est plus élevé après la période Covid, et ceci d'une manière significative. En regardant un peu les spécialité par spécialité, une seule spécialité a gagné significativement en classement. C'était le cas de la chirurgie maxillofaciale. Plusieurs spécialités n'ont pas vu leur classement bouger d'une manière significative. Il s'agit de la chirurgie plastique, ophtalmo, ORL, gynécologie obstétrique, chirurale, chirurpédiatrique. Plusieurs spécialités, en revanche, ont vu leur classement baisser d'une manière significative. La neurochirurgie, l'orthopédie, la chirurgie vasculaire, digestive, l'urologie,
la chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Et là, la première place était à la neurochirurgie qui a vu ses classements baisser de 163%. Maintenant, si on regarde l'indice d'attractivité, seulement 2 spécialités chirurgicales ont été considérées comme attractives, donc avec un indice d'attractivité en dessous de 0,1. C'était le cas de la chirurgie plastique et de la chirurgie ophtalmologique. 2 spécialités étaient parmi les 10 spécialités les moins choisies de l'internat, en comptant les spécialités médicales et chirurgicales. Il s'agit de la chirurgie vasculaire et de la chirurgie thoracique et cardiovasculaire. En ce qui concerne le temps de travail hebdomadaire, un interne de chirurgie en France travaille en moyenne 70 heures. La première place, là aussi, va à la neurochirurgie avec 82 heures par semaine et la dernière à la chirurgie ophtalmologique avec près de 52 heures par semaine. Alors, si on travaillait beaucoup ou pas beaucoup, il n'y avait pas de corrélation si la spécialité avait un meilleur indice d'attractivité. Là aussi, si on travaillait beaucoup ou pas beaucoup, ça ne voulait rien dire s'il y avait plus de filles ou de garçons. Maintenant, si on s'intéressait à la dynamique des genres pour chaque spécialité. Alors, déjà, globalement, on a constaté une augmentation significative de 7,6% sur 5 ans ou 6 ans du nombre de femmes. Les spécialités qui ont connu la plus grande croissance en candidats femmes sont la chirurgie vasculaire, thoracique et cardiovasculaire, ORL, gynécologie, chirurgie digestive. Le reste des spécialités n'a pas vu le nombre de femmes bouger d'une manière significative. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y avait aucune spécialité où le nombre de femmes a diminué significativement. Nous avons donc conclu que, même s'il est modeste, il y a quand même une baisse d'intérêt pour la chirurgie et 3 spécialités sont particulièrement touchées, la neurochirurgie, la chirurgie thoracique et cardiovasculaire et la chirurgie vasculaire. En revanche, on a une augmentation du nombre de candidats femmes en chirurgie et en 2022, si on prenait tous les internes de chirurgie, plus d'un interne sur 2 était une femme. Et alors, quelles en sont les causes de cette évolution? Eh bien, une étude qui est assez précurseur, déjà en 90, Schwartz publiait dans Academic Medicine que des spécialités qui, auparavant, étaient considérées comme prestigieuses ou nobles parce que ça touchait à la tête ou au cœur, en fait, étaient délaissées au profit d'autres spécialités avec un mode de vie contrôlé ou contrôlable plutôt. Et ça ne veut pas dire qu'on travaillait 15 heures par semaine dans ces spécialités, mais c'est-à-dire qu'on choisissait comment travailler 70 heures. Moi, je veux travailler le mardi, pas le vendredi, ou du lundi ou jeudi. Et on le voit un peu dans notre modèle, puisque des spécialités comme la neurochirurgie, comme la chirurgie vasculaire, comme la chirurgie thoracique et cardiovasculaire, souvent on est appelé au bloc la nuit. Parfois, ça dure 2 heures, parfois ça dure 6 heures. Donc, c'est compliqué de contrôler le mode de vie. En revanche, l'ophtalmologie, c'est peut-être un peu plus facile. Le Covid est passé par là. Et donc, on a vu la fermeture des blocs opératoires. Certains d'entre nous n'ont pas toujours retrouvé leur activité. Ici, une photo de notre centre en chirurgie cardiaque à Strasbourg. On ne savait plus quoi faire des CEC parce qu'on n'opérait plus et donc on a décidé de les utiliser comme ECMO chez les malades. Qui dit moins de blocs, dit moins d'exposition aux plus jeunes. C'est quand même compliqué de choisir une spécialité alors qu'on n'a jamais été exposé au bloc. Et chez les plus jeunes, comme l'ont beaucoup étudié les Anglais, alors cette étude de Biomède Central, des stéréotypes chirurgicaux existent quand même. Les jeunes, ils sont intimidés par les chirurgiens et cette idée que Dieu a choisi le chirurgien pour être son successeur, elle existe chez les plus jeunes. Alors, on le retrouve chez nous, mais on le retrouve aussi chez les Nord-Américains. Les spécialités les plus menacées sont la neurochirurgie, la chirurgie thoracique et cardiovasculaire et la chirurgie vasculaire. Maintenant, rappelons-le quand même que sur la période des 6 ans, aucun poste en chirurgie n'a pas été pourvu. Ils ont tous été pourvus pour le moment, c'est une bonne nouvelle. Mais aux États-Unis, ils en sont à un stade où globalement, des postes ne sont pas pourvus. Et ça touche plutôt les zones rurales. Et ça risque de nous arriver à nous. Et c'est ces 3 spécialités qui sont le plus à risque. Alors, on parle aujourd'hui de désert médical, on parle aussi de désert chirurgical, mais je pense qu'on va de plus en plus en parler si ça continue comme ça. Et enfin, n'oublions pas la santé mentale des internes en chirurgie avec cette belle étude française qui a été publiée aussi dans l'American Journal of Surgery par Rachid Chatti, qui a étudié les 3 composantes du burn-out, donc la dépersonnalisation, la fatigue émotionnelle et les bas taux d'épanouissement personnel. Donc, les internes de chirurgie digestive, sur les 3 plans, avaient significativement plus de composantes de burn-out que leurs confrères internes d'anesthésie français, internes d'oncologie français, internes de médecine générale français. Alors,
Ce n'est que la partie émergente de l'iceberg. On parle de temps de travail, de précarité des postes, c'est-à-dire qu'en chirurgie cardiaque ou en chirurgie pédiatrique, on peut faire 15 ans d'études et après ne pas avoir de poste de PH, se retrouver à l'autre bout de la France. C'est sûr que ce n'est pas très encourageant pour les plus jeunes, mais en fait, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire qui ressortent dans les études, comme la présence de mentors positifs, l'homogénéisation nationale par les sociétés savantes et la création de programmes le plus possible homogènes, et notre présence lors de l'externat pour les plus jeunes, par exemple en réalisant des journées de simulation. Mais en fait, il n'y a pas que du négatif, il y a aussi du positif. On a constaté une féminisation de la spécialité. Est-ce que c'est une simple déduction mathématique, puisqu'on le sait, en deuxième année de médecine, aujourd'hui, entre 65 et 75% des étudiants, c'est des filles. Est-ce que c'est une simple déduction ou est-ce qu'il y a un réel intérêt des femmes pour la chirurgie? Ça reste quand même à étudier. Ce qui reste aussi à étudier, c'est que les Australiens ont appelé les biais implicites, c'est-à-dire au bout de leur cursus, est-ce que ces femmes ont les mêmes postes ou est-ce qu'ils ont des postes moins attirants? Est-ce qu'ils ont les mêmes accès au bloc opératoire ou elles ont des plages opératoires réduites? Tout ceci reste à déterminer. Pour conclure, l'attractivité, même si modestement elle baisse pour les spécialités chirurgicales en France, en revanche, la spécialité se féminise, c'est une bonne nouvelle. Et si ce travail a eu lieu, si cette présentation aujourd'hui a eu lieu, c'est qu'aucune action corrective n'est possible s'il n'y a pas d'abord une prise de conscience. Et chacun d'entre nous, donc les plus jeunes ou les plus expérimentés, peut être acteur de ce changement et j'espère, dans quelques années, être debout devant vous pour vous présenter une autre étude où l'attractivité chirurgicale en France augmenterait. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup parce que effectivement, il y a un certain nombre de chirurgiens, en particulier ceux qui sont en responsabilité dans les spécialités, qui scrutent les classements aux ECN pour avoir un élément d'indice. D'ailleurs, on pourra en reparler. Donc, Albert Claude, tu voulais dire un mot? Merci pour cette très belle présentation, particulièrement intéressante. Vous savez que nous avons constitué une commission sur la féminisation des métiers et de la chirurgie au sein même de l'Académie. Et donc, c'est très important. J'aurais aimé éventuellement que cette présentation soit présentée par une collègue femme, par exemple. Ça aurait déjà montré leur capacité de se mobiliser dans ce sens-là. Et d'autre part, j'étais... Pardon ? C'est assez machiste ce que tu dis. Je ne sais pas. Tu leur renvoies la responsabilité. On peut interpréter aussi comme ça. Mais on peut aussi se dire que, dommage, que les femmes prennent la parole elles-mêmes sur leur combat, les difficultés qu'elles rencontrent. Ça me paraît aussi un respect des paroles des femmes. Et donc, c'est aussi par rapport, j'ai un peu le côté un peu paradoxal de la démographie des femmes qui s'intéressent, qui augmente, pour les métiers qui sont apparemment en déshérence, un peu en difficulté, chirurgie vasculaire, thoracique, etc. Alors c'est un peu, elles vont là où ça semble être le moins attractif. Non, c'est pas ça. Non, j'ai mal. Réexpliquez-moi la statistique pour vous. Simplement, c'est des statistiques, c'est une régression linéaire sur ces métiers. On constatait la plus forte augmentation, c'est-à-dire c'est une pente qui est la plus pentue. Mais l'élément confondant dans cette observation, c'est qu'initialement, c'était des spé où globalement, il n'y avait pas de femmes. Mais c'est ça. C'est ça. Donc, s'il y a aujourd'hui des femmes, c'est que c'est forcément, on part de globalement zéro. La chirurgie thoracique et cardiovasculaire, il y a quelques années, il y avait peut-être 10% de femmes. Donc, forcément, la pente, elle va être la plus forte. C'est une question de mode d'exercice. Là, on a fait... En tout cas, merci pour cette explication. On va publier ce travail. Il y a 15 ans, en 2006, en chirurgie viscérale, je parle de chirurgiens qui font la chirurgie viscérale, y compris les généraux. Hein. Il y avait 4,6% de femmes. Okay, en 2021, non, en 2022, non, excusez-moi, en 2023, début 2023, il y avait 21,7% de femmes en chirurgie viscérale et digestive. Donc, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que 79% d'entre elles sont installées en public. Et donc, c'est aussi un choix de vie et un mode d'exercice. Et même si nous sommes une spécialité, vous l'avez très bien dit, où il y a des gardes, mais il y a un investissement, c'est une inspiration professionnelle pour les femmes quand on veut faire de la chirurgie, et quand on veut faire la chirurgie viscérale,
d'aller en public. Et je pense que ça doit être le cas dans un certain nombre de spécialités chirurgicales. Je ne peux pas le vérifier. Et puis, juste un dernier point. Il y a une façon très, très simple de juger durant le classement. C'est de voir à quel niveau a été choisi le dernier poste de la spécialité. Et donc, en chirurgie viscérale, nous, on a 83 postes. Bon. Et ça reflète parfaitement ce que vous avez montré, c'est qu'on est dans les derniers. C'est-à-dire que le dernier qui choisit la chirurgie viscérale, il est troisième. Non, oui, non, je vais féliciter parce que ce travail est très bien. Alors, c'est vrai qu'il y a une difficulté et ça a été un peu évoqué, c'est que il y a 10 ans, le nombre de femmes dans la plupart des spécialités chirurgicales était voisin de zéro. Donc, comme on part d'un moment où il n'y avait aucune femme, même s'il y en a que 2, ben, ça fait déjà une augmentation considérable. Donc, statistiquement, ça prouve que les statistiques, ça a aussi des limites parce que dans la mesure où on est au tout départ de l'évolution, moi j'ai regardé, on a fait dans mon ancien service, on a mis la photo de tous les anciens chefs de clinique et depuis l'ouverture, il y en a maintenant 110. Sur les 110, quand on prend les 3 premiers quarts du temps, il n'y avait que des hommes. Les 4 dernières lignes, il y a 90% de femmes chefs de clinique dans le service. Bon, et parce que en urologie, pendant très longtemps, enfin Laurent ne dira pas le contraire, il y avait une femme à Cochin, une femme à La Pitié, une femme chez Max de Bernard. C'était les 3 seules femmes qu'il y avait en urologie toute la France pendant les années. Donc ça, c'est déjà c'est pas un problème, mais il faut savoir parce que ça risque d'amener à des conclusions fausses à cause de ce gap considérable. Deuxièmement, il y a 2 choses qu'on risque de mélanger, c'est le problème de l'attractivité pour la chirurgie et le problème du genre. Parce que, en fait, les femmes, on parle de pourcentage, par définition, c'est des pourcentages. Donc, c'est pas des chiffres absolus. Et suivant les spécialités, il y a des spécialités en gynécologie où le nombre de femmes est très, très considérable. Et en neurochir, par exemple, où il y en a très, très peu. Donc, quand il y en a très, très peu, bon. Et donc, ce problème de l'attractivité, et tu l'as très bien dit, le problème du mentor ou de l'image du chirurgien pour les plus jeunes. On est en train de récolter un peu ce que beaucoup de générations de nous, d'après nous, font. Je veux dire, actuellement, tu n'entends pas un chirurgien qui ne se plaint pas. C'est pas compliqué. Tu n'entends jamais un chirurgien parler de la chirurgie en positif. Moi, ça m'énerve à un point fou. J'arrête pas de dire, moi, pendant tout mon truc, j'ai toujours eu ce que je voulais. Bon, tout était pas parfait, mais enfin, bon. Or, actuellement, tu n'entends pas un chirurgien parler en disant on fait un métier fantastique, on fait des trucs comme ça. Comment veux-tu attirer des gens à faire ton métier quand tu n'arrêtes pas de te plaindre, de dire c'est la faute des autres, que ça ne va pas et tout, il faut me payer pour remplir un registre, etc. Je veux dire, il faut qu'un peu les chirurgiens ils se regardent dans la glace et qu'ils changent un peu leur discours vis-à-vis de l'extérieur. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais… Je vous rejoins complètement. Après, on est tous soumis, je pense, vous le savez mieux que moi, aux difficultés matérielles aujourd'hui post-Covid. Mais tu veux dire qu'on rejoint les professeurs de l'éducation nationale qui ont généré une attractivité très importante. Absolument. On est au niveau des professeurs et je suis pas dans le privé, je suis dans le public. Donc, le final. Oui, ben voilà, donc on s'exprime bien là, c'est vraiment intéressant. Je voudrais vraiment féliciter mon collègue, mais il sait parfaitement qu'on est très proche du CNJC, on est très proche de vos travaux, et surtout on est très sensibilisé au fait que vous ayez une véritable vision, je veux dire, et vous êtes dans un système d'alerte excessivement fort pour lequel il faut que nous aussi, on prenne de la vitesse, je veux dire, pour vous rejoindre sur ces alertes. Et voilà, il y a tous ces problèmes, le genre, tout ce que tu veux, mais moi, il y a une autre chose, je veux dire, on parlait chacun de notre expérience. Argenteuil, ça avait 120 000 habitants, c'est une très grande ville. Il y avait 150 il y a 15 ans, il y avait 150 médecins généralistes, il y en a 10. Je veux dire que le véritable problème, on se pose le problème de la formation des chirurgiens, etc. Le vrai problème, c'est l'attraction du métier, le changement du métier et la démographie.
je veux dire, c'est la base. Je veux dire, comme c'est l'élément fondamental. Je veux dire, le reste, on aura beau construire le reste qu'on essaye de faire et c'est important. L'idée de la démographie est quelque chose d'excessivement important autour de tous les éléments qu'on est en train de dire là, d'attractivité, d'image, de tout ce que tu veux. Mais on n'a jamais pris sur la médecine, on n'a jamais anticipé l'épidémie, enfin, je veux dire, le problème ce problème démographique, si tu veux, là, on l'a, je veux dire, il nous crève les yeux. Je Non, veux non, dire. mais moi, je conteste ce raisonnement. Notre problème n'est pas un problème d'attractivité, c'est un problème de besoin qui a été défini par les pouvoirs publics. Bon. Nous, on constate en chirurgie viscérale qu'il y a des chirurgiens qui exercent dans 30% d'hôpitaux qui devraient fermer. Je veux dire, il n'y a pas d'activité. On veut maintenir sur le territoire une espèce de chirurgien au coin de sa rue. Ça n'a aucun sens. Et donc, tous ces chirurgiens qui perdent leurs compétences dans des centres où ne travaillent pas assez, et quand je parle de la perte de compétences des chirurgiens, je parle de la perte de compétences des anesthésistes, pose une vraie question. Et là encore, c'est aux chirurgiens des différentes spécialités de dire aux interlocuteurs et aux tutelles, voilà comment nous estimons que nous devons prendre en charge la population. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a des équipes très performantes. Nous, on en a isolé 90. Que ça soit du public ou du privé. Je parle des équipes de CHU, des centres hospitaliers généraux, des ESPIC, des cliniques, etc. Ces gens-là, il faut leur donner plus de moyens. C'est-à-dire qu'il faut que ces chirurgiens qui perdent leurs compétences, ils puissent venir renforcer ces équipes et que ce soit ces équipes qui gèrent sur le plan territorial la prise en charge des malades. Hein, c'est-à-dire que le cancer du pancréas qui arrive, je n'ai rien contre l'hôpital de Castelsarrasin, mais enfin, je veux dire, qu'il soit vu en consultation, voilà, mais qui soit opéré à l'hôpital de Castelsarrasin, je n'ai rien contre les gens de Castelsarrasin, ni les chirurgiens de Castelsarrasin que je ne connais pas. Je dis simplement que c'est à nous, chirurgiens, de nous organiser et de dire voilà les besoins, voilà comment ça doit être organisé. Oui, mais pour aller exactement dans le même sens, mais lors des discussions qui ont duré pendant 2 ans avec la DGOS pour les autorisations en chirurgie, on n'a pas pu empêcher les ARS de dire qu'ils ne voulaient pas dire que dans un service de chirurgie, il fallait au moins 3 ou 4 chirurgiens. Ils ont dit, ah non, on ne peut pas dire ça. Parce que si on dit qu'il faut 3 ou 4 chirurgiens, qu'est-ce qu'on va faire des endroits où il n'y a pas 3 ou 4 chirurgiens? Donc, ce qui a été dit, après 2 ans de travail, c'est qu'un service de chirurgie devait avoir au moins un chirurgien. C'était important de travailler pendant 2 ans pour dire qu'il fallait, pour qu'il y ait un service de chirurgie, qu'il y ait au moins un chirurgien. Mais le problème, il est là. Et je crois qu'en effet, c'est le rôle non seulement des chirurgiens, mais aussi, alors là, des structures représentatives des chirurgiens, d'expliquer ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que il faut arrêter d'avoir des structures où il y a très peu de chirurgiens, parce qu'en plus ça, le burn-out est un peu plus important, et monter des équipes qui soient suffisamment importantes. Surtout que c'est en plus de ça le discours habituel des centres experts, etc. Mais le problème, c'est qu'au niveau de l'administration française, personne ne prend et n'a le courage de dire il doit y avoir un nombre de chirurgiens minimum dans des services de chirurgie. On ne veut pas le dire, parce que si on le dit, il faut mettre les moyens et le faire. Je me permets juste de rajouter que le problème, il est aussi politique, c'est-à-dire que c'est politique, bien sûr, c'est évident. Et d'ailleurs, l'Académie de médecine s'est très clairement prononcée sur ce sujet en concernant les petites maternités. Voilà. L'Académie de médecine a porté la voix des médecins concernés en disant voilà, nous on estime que si on veut correctement prendre en charge les patients, il faut réduire le nombre de maternités, renforcer, etc. Juste un mot, question, parce que plus une remarque qu'une question.
l'Académie se préoccupe véritablement beaucoup de cette évolution des compétences chirurgicales, pour en particulier les compétences opératoires, aussi bien chirurgicales qu'interventionnelles. Et donc, très important que cette année, on va avoir plusieurs moments importants, le 15 mars à l'Assemblée nationale, ou probablement au mois fin octobre, les rencontres internationales de la chirurgie francophone. Et très important que je sais que le CNJC sera présent, mais votre présentation sur les orientations, en particulier par rapport au genre, me paraît extrêmement important. Et vous allez avoir des différences considérables en fonction de la démographie des pays. Je pense qu'en Afrique, par exemple, subsaharienne, la place des femmes dans les métiers de la chirurgie, eh bien, ça va être extrêmement intéressant d'entendre ça. Et peut-être qu'il y a des choses très intéressantes, positives, qu'on va découvrir. Donc, néanmoins, sur aussi est-ce que l'idée de l'organisation territoriale de la chirurgie, dont les collègues viennent de parler, est-ce que vous pensez que là, le fait de travailler en équipe, avec 3 ou 4 collègues, est de nature à peut-être donner l'idée d'une meilleure qualité de vie, ce que vous dites, hein, d'une femme qui va s'engager dans un métier, si elle est entourée dans une équipe, etc., peut-être qu'elle aura beaucoup plus d'envie d'entrer dans une vie collaborative, une vie d'échange, plutôt que d'être seule face à la Même difficulté. plus, enfin, les femmes et les hommes, hein. C'est les deux. C'est valable pour les hommes aussi. Et je pense que, mais néanmoins, et ça me paraît essentiel. Alors, dernière question, je suis désolé, Laurent Bocon-Gibaud. Une question courte, réponse courte. Non, je voulais simplement faire un commentaire et dire que l'attractivité pour la chirurgie, elle se construit pendant l'externat. Ouais. Et si les externes ne sont pas bien accueillis dans les services de chirurgie, ou par ailleurs, ils vont pendant très peu de temps, eh bien, il ne faut pas s'étonner que la discipline chirurgicale ne soit pas aussi attractive que nous le souhaitons. Elle se construit aussi peut-être au moment de l'école, du collège, du lycée. L'idée que l'Académie a depuis un certain temps de faire de la promotion des métiers de la chirurgie dans le milieu scolaire, parce que ça peut aussi se construire les représentations auprès des jeunes. Alors sur le plan C'est administratif, des ça va métiers être un peu compliqué. formidables, des métiers extraordinaires, Oui. et non pas des métiers dans lesquels tout le monde s'ennuie ou a de grandes difficultés. Merci beaucoup. Alors, juste, effectivement, l'Académie a inauguré une séance, des formules qui s'appellent le parcours des légendes, que vous pouvez donc regarder sur YouTube, où des chirurgiens leaders dans nos spécialités, hein, c'est vraiment des gens qui ont porté l'image de nos spécialités, racontent pourquoi ils ont choisi la chirurgie, pourquoi ils ont choisi de faire telle spécialité, quelles ont été leurs... Donc, vous pouvez regarder ça. Ça a beaucoup de succès, d'ailleurs, sur YouTube. Et je pense que c'est un élément justement pour faire attirer les jeunes vers la chirurgie, les lycéens, et tout ça, où on voit très bien qu'un certain nombre d'entre eux n'avaient pas de parents, aucun d'ailleurs, hein, de mémoire, aucun de ceux qu'on a interviewés avait des parents chirurgiens, aucun. Mais certains avaient des parents qui étaient de milieu très modeste. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et vous voyez que votre... Mais il y a explication a juste fait réagir. un dernier mot. Il y a la parole des grands leaders, des légendes. Il y a aussi la parole des pairs, des jeunes. Vous qui êtes dans l'organisation de votre vie professionnelle dans la chirurgie, vous êtes jeunes, vous êtes encore proche des très jeunes. Et travailler avec eux, ce qu'on fait un peu avec Gabriel Saïdoun dans les écoles, c'est formidable parce qu'il y a une identification. C'est ce qu'on essaie le plus de faire. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute.